Les autorités de la transition ont annoncé la fin de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, le point en début de journal. Avant cet accord, plusieurs autres avaient été signés auparavant sous l'égide de l'Algérie, mais aucun n'a réellement abouti. Un dossier spécial de la rédaction au cours de cette édition. C'est déjà les huitièmes de finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire dès demain. L'actualité sportive en fin d'édition avec Mohamed Kenouvi. Nous sommes vendredi 26 janvier 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre constante fidélité. L'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger est officiellement caduc. L'annonce a été faite par les autorités de la transition hier jeudi. Paul Yapinguesson. L'image est familière. Lorsque le colonel Ablaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, apparaît en tenue militaire sur le plateau du journal de l'ORTM, c'est pour faire des mises en garde et des annonces généralement importantes. Ce jeudi 25 janvier, la mise en garde est adressée à l'Algérie, accusée notamment d'actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord. Le gouvernement, après avoir, selon le communiqué, constaté l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, a annoncé sa fin avec effet immédiat. En décembre 2022, les groupes armés signataires réunis au sein du CSP-PSD, SEMA et une partie du GATIA, fidèles à Fag al-Mahmoud, ont suspendu leur participation au mécanisme de mise en œuvre de l'accord. Quelques mois plus tôt, Ataï Ag Mohamed, de la coordination des mouvements de l'Azawad, dans une interview lors de la réunion décisionnelle autour de la mise en œuvre de l'accord de paix en août 2022, de se poser la question en quoi est-ce que cet accord est une menace pour la paix au Mali. Nous mettons à défi qui le voudrait, et nous l'avons toujours dit. Si nous sortons du discours démagogique, populiste, partisan, des campagnes politiques, de prouver où l'accord pour la paix serait une menace pour les 4 principes clés de l'accord de signature. En l'occurrence, l'intégrité nationale, la forme laïque de l'État, l'unité nationale et la souveraineté du pays. Le ministre de la Réconciliation nationale, Ismaël Ouagé, de son côté, de rappeler que depuis 2015, les autorités maliennes ont tous œuvré pour un retour à la paix au Mali malgré les obstacles. Depuis 2015, que nous sommes, nous, partis maliens, engagés devant le peuple malien et la communauté internationale à construire une paix durable à travers l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Que de chemin parcouru, parsemé de compromis, de succès, de sacrifices, souvent de recul et parfois de rebondissements. À force de persévérance et de détermination, nous avons toujours su trouver, au-delà de nos contradictions, de nos doutes et face au blocage, les moyens nécessaires pour marquer des bonds décisifs sur ce long chemin vers la paix au Mali. Toutefois, en septembre 2023, après près de 10 ans de cessez-le-feu, notamment grâce à la signature de l'accord, des combats ont repris entre la SEMA et les FAMA. Le 14 novembre dernier, après des semaines de combats et d'opérations, l'armée malienne est entrée à Kidal et a pris le contrôle de la région. Depuis, certains de ses responsables sont apparus en Algérie le 19 décembre 2023 à l'invitation des autorités de ce pays qui étaient restées silencieuses depuis la reprise des hostilités. Cette rencontre avait provoqué l'île de Bamako qui a convoqué l'ambassadeur algérien en poste pour protester contre les actes inamicaux. Le Premier ministre a notamment évoqué à plusieurs reprises une application intelligente de l'accord. La reprise des hostilités entre les protagonistes, les tensions entre l'Algérie et le Mali, le départ de la MINUSMA, l'annonce d'un dialogue intermalien par le président de la transition lors de son discours à la nation du Nouvel An laissaient peu de doute sur l'avenir de l'accord pour la paix. La République algérienne n'a cessé de jouer un rôle important dans la mise en œuvre des accords conclus par les autorités maliennes et les groupes armés. L'égide algérienne dans les accords signés par le Mali, un dossier réalisé par Assetoumani Koulibaly. L'Algérie a joué un rôle crucial dans les accords signés par les autorités maliennes dans le but de maintenir la paix sur le territoire, particulièrement dans le nord du pays. À part celui de Ouagadougou, signé le 18 juin 2013, tous les accords maliens incluent l'apport d'Alger. Le 6 janvier 1991, les représentants maliens et ceux de la rébellion dirigés par Iyad Agali signent sous médiation algérienne les accords de Tamaracet, visant à mettre un terme à la rébellion Touareg
de 1990-1991. Cette année-là, l'accord n'est pas du goût de tout le monde, mais fut signé du côté malien par le chef d'état-major général des armées à l'époque, le colonel Ousmane Koulibaly et Iyad Agali, représentants des groupes armés. Afin de faciliter les signatures, le travail avait été assuré par l'Algérie avec, à l'époque, son ministre de l'Intérieur, M. Mohamed Salah Mohamedi. Dans le document, il prévoyait plusieurs points, dont la possibilité pour les combattants d'intégrer les forces armées maliennes selon les conditions définies par les deux parties et bien d'autres. Après cette première signature, une année plus tard, un autre est signé, baptisé Pacte national, qui prévoit un allègement du dispositif militaire dans les 3 régions du Nord. Et c'est l'Algérie qui en était le parrain. Le 4 juillet 2006 sont signés les accords d'Alger pour la restauration de la paix, de la sécurité et du développement dans la région de Kidal. Ils font suite à la rébellion Touareg de 2006 à Kidal et à Ménaka. C'était notamment grâce à une médiation algérienne que le gouvernement malien et les ex-rebelles Touaregs avaient signé. Ces accords, selon lesquels les Touaregs ne doivent plus réclamer l'autonomie de leur région, tandis que Bamako, lui, se devait d'accélérer le développement du nord désertique, abritant l'essentiel de la communauté Touareg. Ils ont été signés à l'époque par le représentant du gouvernement malien, le général Kafougouna Koné, ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, le représentant de l'Alliance démocratique, Ahmed Agbibé, en présence du ministre algérien des Affaires étrangères, Mohamed Bejaoui, et de l'ambassadeur d'Algérie au Mali, Abdelkrim Graïb. En 2015, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger est signé après d'âpres négociations entre le gouvernement et les groupes rebelles pour mettre fin à la rébellion lancée en 2012. Cet accord, qui prévoit le rétablissement de la paix au Mali par une décentralisation dite réorganisation et dont les signataires sont le gouvernement malien, la CMA, ainsi que la plateforme, est désormais enterré. Et donc, le dialogue intermalien annoncé par le président de la transition se positionne désormais comme une nouvelle opportunité dans le processus de paix au Mali. On en sait plus avec Aminata Keïta. C'est durant son adresse à la nation pour le Nouvel An, le dimanche 31 décembre, que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, annonce l'ouverture prochaine d'un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation. Capitalisant les avancées réalisées dans le cadre du processus de paix et tirant les enseignements des défis qui demeurent, j'ai pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation, afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Je tiens à souligner que l'unicité, la laïcité de l'État et l'intégrité du territoire ne feront pas partie des sujets de discussion. Depuis, pour préparer ce dialogue, des rencontres se tiennent à travers tout le territoire national entre les communautés, sous l'égide du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, alors que le comité chargé de les piloter devrait déposer son rapport au plus tard en février. Plusieurs nominations pour les équipes régionales d'appui à la réconciliation nationale ont par ailleurs été annoncées lors du Conseil des ministres du 17 janvier. Le même jour, des concertations ont été lancées à Kidal avec plusieurs acteurs pour baliser le terrain au dialogue intermalien. Des différents groupes de travail se sont penchés sur 5 thématiques, à savoir la paix, la réconciliation, le vivre ensemble, la cohésion sociale et le développement social. Toutefois, les séparatistes de la CMA ont rejeté l'idée du dialogue direct intermalien 2 jours après l'annonce faite par le président, estimant que c'était une façon de prononcer la caducité définitive de l'accord de paix de 2015 entre eux et Bamako. Aussi, après l'annonce, beaucoup d'observateurs y voyaient la fin de l'accord d'Alger. Cette observation est désormais tangible avec l'annonce hier par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, de la fin avec effet immédiat de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. Le gouvernement de la transition rassure de sa volonté à œuvrer pour le règlement pacifique de la crise malienne en tirant les enseignements des accords précédents
et en consolidant leurs acquis. En outre, il invite tous les groupes signataires du caduc accord de paix, non impliqués dans le terrorisme, ainsi que les partenaires du Mali, à s'inscrire dans l'esprit du dialogue direct intermalien, ouvert à tous nos compatriotes, épris de paix et de justice. En janvier 2023, alors que l'accord piétinait, le colonel Assimi Goïta avait dit non à une proposition algérienne de relancer les discussions sur le sol algérien. Le président de la transition, en assurant que les discussions sur le Mali se tiendraient désormais sur le sol malien, avait dans sa réponse jeté les bases du dialogue intermalien. Mais certains analystes questionnent la portée du dialogue sans la CMA. Selon eux, si ceux qui restent du groupe armé n'arrivent pas à se relever militairement et à obtenir quelques soutiens diplomatiques, ils seront définitivement mis de côté. Au-delà des groupes armés signataires de l'accord, une des interrogations porte sur l'implication ou non des chefs terroristes maliens, à savoir Iyad Agali et Amadou Koufa dans ce dialogue intermalien. Plusieurs rencontres dont le dialogue national inclusif l'avaient recommandé. Pour l'ancien Premier ministre malien Moussa Mara, président d'honneur du parti Yelema Le Changement, ce dialogue doit inclure sans réserve tous les Maliens en armes et comprendre les groupes terroristes. L'actualité sur un autre registre. Plus de 70 personnes ont été tuées lundi 19 janvier dans l'effondrement d'une galerie sur un site d'orpaillage. L'incident est survenu dans la zone de Kangaba, dans le sud-ouest du pays. Djaneba Samaki. L'effondrement d'une galerie sur le site d'orpaillage dans la localité de Kangaba est un drame d'une rare ampleur. Dans un communiqué publié le 23 janvier, le ministère des Mines avait évoqué la mort de plusieurs orpailleurs, sans donner de chiffres précis. Cependant, le nombre est estimé à plus de 70 personnes. Selon ce qu'on a appris, la mine s'est écroulée au moment où il y avait des orpailleurs qui étaient à l'intérieur. Donc, du coup, tout ce qui était là-bas à l'intérieur, le nombre de victimes a été très très élevé. Et il a fallu maintenant l'aide des villageois dans les environs et même des pelles qui ont été appelées pour pouvoir faire sortir les corps. On a constaté que c'était 59 le dimanche. Mais quand une autre mission est quittée là-bas, j'ai vu sur les réseaux sociaux que c'est complété à 73 personnes. Mais moi, je sais qu'il ne peut pas sortir toutes les personnes dans les trous. C'est un trou qui est profond. Comment l'accident est venu, tu ne peux pas enlever tout le corps dedans. Pour éviter que de tels événements se reproduisent, ces experts proposent des pistes. Bon, pour mieux éviter ce genre de choses, il faut qu'il y ait une bonne organisation, un bon encadrement des centres de formation professionnelle dans ce secteur-là pour former nos jeunes orpailleurs à ne plus utiliser des produits chimiques, à ne plus mettre en danger leur vie en creusant à des profondeurs où ça peut s'écrouler à tout moment. Moi, je pense qu'il faut professionnaliser ce secteur-là. Il faut les rendre plus professionnels, pouvoir contrôler leur production, les apprendre les mauvaises manières, les bonnes manières pour ne pas mettre en péril leur vie. Nous, on a dit obligatoirement il faut qu'on fasse un recensement global. Puisque s'il n'y a pas de recensement des personnes, il n'y a pas de recensement des matériels, mais on ne peut pas encadrer l'orpaillage, on ne peut jamais encadrer. Alors que le Mali fait partie des premiers producteurs d'or en Afrique, les sites d'orpaillage sont régulièrement les théâtres d'éboulements meurtriers, l'activité étant dangereuse et les autorités peinant à contrôler l'exploitation artisanale du métal. Et comme chaque vendredi, Mohamed Kenouvi est sur ce plateau pour la chronique sport. Bonsoir amis sportifs. Bonsoir Maritou. Bienvenue. Merci. On commence donc par le programme de la 15e journée de la Ligue 1 Orange. Oui, cette 15e journée a débuté ce vendredi avec la victoire 1-0 de l'AS Real de Bamako devant les 11 créateurs de Niarela. Demain, samedi, l'AS Police reçoit le promu ATS de Koro sur le terrain de l'ASB. Une rencontre à suivre en direct sur nos antennes. Du côté du terrain de l'AS Real, la lanterne rouge, l'AS Black Star défie le Djoliba AC. Au stade Moussa Diakité de Bougouni, l'US Bougouni offre son hospitalité à Afrique Football Elite et l'AS Bakarijan reçoit l'USFAS au stade Amari Daou de Ségou.
Dimanche, 3 autres affiches sont à suivre. L'AS Korofina sera face au Stade malien sur le terrain de l'ASB. Une affiche également à suivre sur TM1. Tandis que l'US Sekita va en découdre avec Binga FC du côté du terrain du Djoliba. Et l'US Bougouba reçoit le COB sur le terrain du Stade malien de Bamako. À noter que toutes les rencontres débutent à partir de 15h45 GMT. Direction la Côte d'Ivoire pour la CAN 2023, début des huitièmes de finale ce samedi. Oui, après 2 jours de pause hier et aujourd'hui, la compétition reprend demain avec le début de la phase à élimination directe. 2 affiches sont à suivre pour ces huitièmes de finale ce samedi. À 17h, l'Angola sera opposé à la Namibie pour le premier ticket des quarts de finale. Et à suivre à 20h, le premier choc de ce second tour entre le Nigeria et le Cameroun. Dimanche à 17h, la Guinée équatoriale affronte la Guinée. Et à 20h, l'Égypte défie la RDC. 2 matchs sont également au programme lundi, dont le choc très attendu entre le Sénégal, tenant du titre, et la Côte d'Ivoire, pays hôte, à 20h, précédé à 17h du duel entre le Cap-Vert et la Mauritanie. Les huitièmes de finale prennent fin mardi avec à 17h le derby ouest-africain, très attendu également entre le Mali et le Burkina Faso, et à 20h le Maroc qui joue l'Afrique du Sud. Basketball, pour changer de discipline, les 10 titulaires All-Star Game 2024 sont dévoilés. À 3 semaines du All-Star Game 2024 qui aura lieu le 18 février prochain à Indianapolis, la NBA a dévoilé hier jeudi les titulaires et les capitaines des 2 sélections. À l'Est, Giannis Antetokounmpo, plébiscité capitaine, arrive en tête des suffrages chez les ailiers. Même chose pour Tyrese Haliburton chez les meneurs. Damian Lillard étrenne, lui, sa première apparition en tant que débutant au All-Star Game. Pour le reste du Starting Five de la conférence Est, pas de surprise. Leader des Celtics, bien accroché à la première place de la conférence, Jason Tatum célèbre sa 5e sélection. Joel Embiid, MVP en titre, est également présent. À l'Ouest, en décrochant sa 20e sélection, LeBron James entre un peu plus dans l'histoire en devenant le joueur le plus capé du All-Star Game. Il dépasse désormais Karim Abdul-Jabbar dans ce classement. Le King, comme il est surnommé, arrive en tête des votes et sera donc capitaine de l'Ouest. De son côté, pour sa 2e participation à l'événement, le Canadien Shai Gilgeous-Alexander s'invite déjà dans le 5 majeur. On retrouve également Kevin Durant qui fête, lui, sa 14e sélection dans 4 franchises différentes. Et bien évidemment, Luka Doncic et Nikola Jokic font partie des titulaires de cette conférence Ouest. On termine avec le tennis. Open d'Australie 2024, Novak Djokovic éliminé en demi-finale. Oui, tremblement de terre à Melbourne ce vendredi. Novak Djokovic, maître absolu des lieux avec ses 10 titres à l'Open d'Australie, a été éliminé en demi-finale par Yannick Sinner 6-1, 6-2, 6-7, 6-3. Le Serbe, qui restait sur 33 victoires de suite à Melbourne Park et n'avait plus perdu dans ce tournoi depuis 2018, a été tout simplement méconnaissable, même s'il a remporté le 3e set à l'orgueil en effaçant une balle de match au cours du jeu décisif. L'Italien de 22 ans, Yannick Sinner, tête de série numéro 4, affrontera le Russe Daniil Medvedev dimanche en finale pour tenter de remporter son premier titre du Grand Chelem. Daniil Medvedev, il faut le rappeler, a pris le dessus ce vendredi sur Alexander Zverev dans l'autre demi-finale. Merci beaucoup, Mohamed Kenouvi. Je vous en prie. On s'est dit à vendredi prochain. Inch'Allah. C'est ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bon week-end à toutes et à tous.